Attention, cet épisode contient la description de scènes très violentes. Le fait divers, c'est très particulier parce qu'on raconte le malheur des gens. Et on se dit toujours de quel droit, nous, journalistes, on va fouiller ou entendre cette intimité et la restituer. Tué d'une balle par son compagnon qui refusait tués par qu'elle leur le mari, quitte. leur conjoint, des Fait femmes divers, drame conjugal, crime passionnel. connus pour des faits de violence conjugale et D'assises, le jury populaire. Après 3 jours de considère- procès éprouvants, les parties Depuis une dizaine civiles d'années, environ entre 120 et 160 femmes sont tuées tous les ans. Pierre Bienvaux est journaliste au service France du quotidien La Croix, en charge de la rubrique Justice. Il a suivi, pendant 3 jours, le procès d'un homme qui, en 2017, a tué son ex-compagne de 29 ans sous les yeux de leurs enfants. Pierre Bienvaux a voulu raconter ce drame afin de tenter d'éclairer, au-delà des chiffres, la réalité des meurtres conjugaux. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 4e saison de L'Envers du récit. Alors, je m'appelle Pierre Bienvaux, je travaille à La Croix depuis plus d'une vingtaine d'années. Pendant longtemps, je me suis occupé de la rubrique santé pendant près de 20 ans et c'est en septembre 2019 que je suis passé sur la rubrique justice. Et donc, je vais vous parler d'un procès que j'ai suivi en avril à la cour d'assises d'Angers, un procès sur un meurtre conjugal. Alors, pourquoi ce procès? Je savais pas grand-chose de l'affaire avant d'y aller. J'avais lu 1 ou 2 articles de la presse locale qui disaient, voilà, il voulait tuer sa femme, il l'avait annoncé, il l'a fait devant leurs enfants. Mais c'est tout. Donc, je me disais que ce serait sans doute une affaire peut-être pour illustrer les failles de la justice. Comment peut-être on n'avait peut-être pas suffisamment tenu compte des violences qu'avait subies cette femme par le passé et que peut-être on n'avait pas mis en place des outils pour la protéger. Et donc, je suis parti à Angers. Le procès devait durer 3 jours, du mercredi au vendredi. Donc, c'était aussi un format pratique, entre guillemets, puisque ça me permettait de suivre la totalité du procès. J'ai découvert un peu l'affaire à l'audience, comme c'est le cas d'ailleurs pour les jurés qui, quand ils arrivent à un procès, ne connaissent rien du dossier ou ce qu'ils ont pu en lire effectivement dans la presse locale. Et donc, c'est lors de cette audience qu'on a découvert les faits. Et donc, les faits, c'est des faits d'un crime conjugal presque banal. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Grégory D, qui un jour d'avril 2017 a tué sa compagne sous les yeux de leurs 2 enfants en lui donnant 10 à 15 coups de pied extrêmement violents au visage. Voilà, c'est ce crime-là qu'on a examiné durant une semaine. Le procès a démarré par la personnalité de l'accusé. C'est toujours le cas lors de la première journée aux assises. On s'intéresse d'abord à l'accusé, qui dit en général quelques mots. Donc là, ça a été le cas. Donc c'était un homme qui doit avoir 35 ans aujourd'hui, donc qui avait un masque, les cheveux courts et qui, comme c'est souvent le cas, a pas dit grand-chose lors de cette première journée. Il a surtout écouté les autres raconter sa vie. Il a quand même été interrogé, mais on a surtout beaucoup entendu des gens qu'il connaissait, sa famille, venir parler de lui, de son enfance, de qui il était, de son adolescence. Et puis on a raconté les rencontres avec Séverine, les premières années où tout allait bien, l'installation très vite, cette espèce de coup de foudre qu'il y a eu l'un pour l'autre, la naissance des 2 enfants très vite, la maison qu'on fait construire, le pavillon, et puis ce bonheur qui semble éternel, qui semble promis pour durer toute la vie, et puis évidemment les choses qui se détériorent au bout d'un moment, la vie qui passe, et puis les premières disputes, les premières violences. C'est finalement un peu toujours les mêmes histoires que l'on retrouve dans ces meurtres conjugaux. Les premiers signaux d'alerte qui peut-être sont un peu ignorés, et puis les premières disputes, les premiers coups, puisque là, avant le passage à l'acte, Séverine Bigot avait quand même été frappée à 2 reprises par son compagnon, qui lui avait cassé le nez quelques semaines avant les faits. Et donc, il y avait quand même eu des signaux d'alerte, il y avait eu une plainte qui avait été déposée, mais pas spécialement de mesures de protection. Sans doute qu'à l'époque, la justice s'est dit que c'était pas si grave, que peut-être les choses allaient s'arranger, etc.
Donc voilà, c'est tout ça qu'on a entendu lors de cette première journée et lors de la deuxième, aussi consacrée à la victime, parce qu'évidemment, dans ce procès, on parle beaucoup de l'accusé, mais c'est aussi l'occasion de parler de la victime, et c'est aussi important qu'on dise qui était la victime, c'est-à-dire que c'est les meurtres conjugaux, c'est souvent aujourd'hui des statistiques assez absolument effrayantes qu'on égrène à chaque meurtre conjugal. On dit c'est le 108e, le 109e, et puis tout ça fait des statistiques dans les décomptes du ministère de la Justice, mais c'est important et c'est l'occasion lors du procès de dire qui était la victime, et je voulais que cela ait une place aussi dans l'article au final, qu'on dise qui elle était. Et donc à un moment lors d'une suspension, je suis allé voir la mère de Séverine Bigot, d'abord pour lui demander une question qui peut paraître banale mais qui est très importante, savoir si elle souhaitait qu'on mette son prénom, son vrai prénom et son nom de famille dans l'article, parce que les proches des victimes peuvent avoir des positions un peu différentes là-dessus. Certaines souhaitent qu'on change le prénom, qu'on mette un autre nom. Mais là, la mère de Séverine a été catégorique. Elle a dit non, je veux que vous mettiez le prénom de ma fille et son nom de famille. Je veux que tout le monde sache qui elle était, comment elle s'appelait, qui était Séverine et quelle était sa vie, quelle était sa personnalité et comment elle est morte ce jour-là. Et donc, elle était favorable à ce qu'on ne cache rien. Je lui ai demandé aussi si elle avait des photos de Séverine, si elle pouvait nous donner des photos pour l'article. Parce que ce qui est un peu curieux dans ces procès aussi, c'est qu'on parle d'une victime, on parle d'elle tout le temps, elle est omniprésente, mais il n'y a pas de photos d'elle. La Cour projette pas de photos, enfin là ça a été le cas, on projette pas de photos de la victime. Et donc la mère de Séverine a accepté de nous donner des photos, et donc il y en a une qui a été mise dans l'article. La question du nom de famille, je l'ai aussi abordée avec les parents de Grégory D, et c'était aussi très important pour eux. C'est même la mère qui est venue me voir à un moment pour me demander si j'allais donner le nom de famille. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai pas de position précise. Elle m'a dit, moi j'aimerais que vous ne mettiez pas le nom de famille de notre fils. J'ai accédé à cette demande parce que mettre le nom ne changeait rien à l'affaire, c'était pas ça le cœur de l'histoire. Donc c'est pour ça que on a mis à la fois le nom et le prénom et le nom de famille de la victime et juste l'initiale du nom de l'accusé. C'est important de dire ça parce que quand on couvre des faits divers, quand on couvre un procès, on se demande toujours en tant que journaliste ce qu'on peut raconter ou pas raconter. C'est-à-dire que le fait divers, c'est très particulier parce qu'on raconte le malheur des gens. C'est-à-dire on raconte des choses terribles qui sont arrivées à des gens qui certainement n'avaient jamais pensé ou qu'on allait un jour se pencher sur leur intimité, sur ce qui leur est arrivé, sur leurs problèmes de couple, sur leurs problèmes très personnels. Et on se dit toujours de quel droit nous, journalistes, on va fouiller ou entendre cette intimité et la restituer. Qu'est-ce qui nous donne le droit, nous, d'aller exposer la vie de gens qui sont déjà dans une souffrance terrible. Le procès, c'est un lieu où tout se dit, tout se débat, toute l'intimité. Et il y a des procès où ça va très loin et où on vraiment fait état de choses très très personnelles. Et je crois que c'est la responsabilité aussi peut-être du journaliste de savoir choisir ce qu'on raconte pas. Parfois, on se dit que raconter une certaine intimité, c'est nécessaire pour la compréhension de l'affaire, parce que les crimes conjugaux, ce sont aussi des crimes de l'intime. Et que parfois c'est utile pour comprendre la mécanique, pour comprendre ce qui s'est passé, de raconter ce qu'a été un couple et l'intimité de ce couple. Mais c'est toujours un peu des cas de conscience. Donc là aussi, ça a été le cas. Il y a des choses qui se sont dites à l'audience que j'ai pas écrit dans l'article parce que ça me semblait pas nécessaire, pas utile, pas indispensable. Mais c'est des choix qu'on fait évidemment à chaque fois. Ce que je voulais en revanche raconter dans ce procès, c'est la violence de ce crime. Et ça, c'était très important pour moi. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais aller au procès. C'est de raconter que ces crimes, c'est pas tout à fait des crimes comme les autres. C'est souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent des crimes très très violents. C'est-à-dire que il suffit de lire les journaux sur ces crimes. On dit, voilà, son mari a tué sa femme de 45 coups de couteau. On a tous en mémoire ce qui s'est passé à Mérignac, où un individu
a brûlé sa femme, et c'est un phénomène que les criminologues américains appellent l'overkill, c'est-à-dire un peu le meurtre un peu outrancier, enfin le fait, cette volonté, au-delà du fait de tuer sa femme, de tuer sa compagne, c'est quasiment aussi de l'anéantir. Souvent, et c'était un peu le cas de Grégory D dans ce procès, il a dit oui, je me souviens, j'ai donné un coup de pied, 2 coups de pied, après je me souviens plus. Et en fait, il a donné sans doute ce jour-là une quinzaine de coups de pied en plein visage de sa femme. C'est pas forcément mentir quand ils se souviennent plus, et les psychiatres disent que ça peut être le cas, mais qu'il y a une sorte de rage dans le passage à l'acte qui vient d'une volonté de dire, enfin de tuer l'autre, de tuer, mais aussi d'anéantir, de faire disparaître l'autre et de faire disparaître l'image, y compris de la féminité de la victime, c'est-à-dire que il y a souvent des atteintes au visage, ça a été le cas dans cette affaire, et à tel point que le visage de cette femme n'était plus reconnaissable après les coups de son mari, et c'est aussi, ça dit quelque chose de ces meurtres-là, de vouloir faire en sorte, au-delà du crime, de faire disparaître le visage, qui est quand même l'humanité de la personne. Ça m'amène à parler d'un autre aspect qu'on retrouve souvent dans les procès, c'est la question de l'émotion. On sait que l'émotion est forcément présente dans ces affaires, mais qu'il faut faire attention dans ces procès au surplus d'émotions. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la cour d'assises, il faut faire attention au surplus d'émotionnel, puisque la justice, quand elle examine ces affaires, doit prendre en compte l'émotion, doit juger les faits tels qu'ils sont. La cour d'assises, c'est un endroit où rien n'est caché, on ne dissimule rien de la gravité des crimes, de l'atrocité des crimes, de la manière dont ils ont été perpétrés. Et il y a une émotion qui est terrible. On écoute les récits des familles qui sont bien souvent en pleurs quand elles parlent de la personne qu'elles ont perdue. Mais l'émotion, elle se manifeste aussi dans ce qu'on peut montrer au public et montrer aussi aux jurés, puisque là, donc, c'était un procès aux assises devant des jurés populaires. Et donc, le président s'est posé la question de qu'est-ce qu'on devait montrer ou pas aux jurés. Dans ces affaires, il y a ce qu'on appelle la scène de crime, c'est-à-dire c'est les photos que prennent les enquêteurs quand ils découvrent la victime. Et il y a des photos de la victime qui sont dans le dossier d'instruction. Et souvent, dans les procès d'assises, il y a des décisions qui sont prises. Certains décident de tout montrer. À chaque fois, les magistrats préviennent les familles des images qui vont être diffusées. Elles peuvent sortir, donc certaines le font, d'autres pas. Mais c'est des moments, voilà, où la justice doit prendre en compte l'émotion et peut-être de faire attention à pas trop susciter d'émotions. Et à Angers, évidemment, c'est une réflexion qu'avait eu le président de la cour d'assises, parce qu'il a dit voilà, je vais faire diffuser l'image de la scène de crime, mais je vais pas montrer d'image de la victime elle-même. Et au final, je crois que c'était une décision plutôt sage, parce que l'image de la scène de crime était suffisante, je crois, pour comprendre la gravité, l'atrocité de ce crime, parce que c'était une scène de crime, voilà, avec, on était dans la cuisine de la maison familiale avec du sang partout, sur les tiroirs, sur les murs, jusqu'au plafond, enfin voilà. Donc ça suffisait déjà à comprendre tout le déchaînement de violence qu'il y avait eu. Ce couple avait 2 enfants, je l'ai dit tout à l'heure, qui avaient 6 ans et 18 mois au moment des faits. Donc les 2 enfants n'étaient évidemment pas présents à l'audience, ils étaient restés chez leur grand-mère maternelle qui les élève depuis le meurtre. Donc ils n'étaient pas présents au procès, mais il se trouve que le lendemain du crime, le plus grand, qui avait 6 ans, a été auditionné par les gendarmes. Alors c'est une audition dans laquelle ils prennent beaucoup de précautions, c'est un enquêteur qui a été formé pour ça, parce que c'est évidemment pas anodin de recueillir la parole d'un enfant qui a vécu un tel drame, une telle atrocité 24 heures plus tôt. Donc il y a eu un enregistrement d'une 20aine de minutes qui avait été fait à l'époque pour les besoins de l'enquête, et c'est cet enregistrement que le président a choisi de diffuser, et donc ça a été évidemment un moment absolument incroyable, c'est-à-dire en termes d'émotion, il n'y avait pas de sang, il y avait pas d'image choquante, il y avait juste l'image d'un petit garçon de 6 ans assis sur une chaise dans une gendarmerie et qui, avec ses mots d'enfant, raconte l'impensable, c'est-à-dire qu'il raconte ça d'une manière assez banale, comme s'il racontait ce qu'il avait fait la veille au parc ou à la récré avec ses copains, en disant papa s'est mis à taper maman, et puis maman, elle était pleine de sang, etc. Et c'était un moment évidemment saisissant, parce que c'était une vérité absolue à travers les mots de cet enfant qui avait tout vu, qui avait assisté à quelque chose d'impensable. Donc là, c'était sans doute évidemment le moment
le plus fort du procès, celui où on a vraiment réalisé ce qui s'était passé ce jour-là et ce qu'avaient vécu ces deux enfants. C'est évidemment plus difficile de se rendre compte de ce qu'avait ressenti le plus jeune, qui avait 18 mois, donc qui lui n'a pas été auditionné par les enquêteurs. Et donc évidemment, c'était un moment très fort et que j'ai essayé de restituer dans l'article pour raconter que que c'est des crimes qui laissent personne indemne, c'est-à-dire que c'est des crimes de l'intimité qui bouleversent évidemment tout le monde, tout un univers, les familles, mais aussi là en premier lieu les enfants, et qui évidemment étaient à la fois absents à l'audience mais omniprésents durant tous les débats, puisque personne ne pouvait oublier que tout ça s'était déroulé devant ces deux enfants qui aujourd'hui, ça a été dit à l'audience, vont bien, sont suivis tous les deux par des pédopsychiatres. Voilà, donc c'est aussi la particularité de ce procès, c'était l'absence de ces deux enfants, mais qui étaient à la fois absents physiquement, mais totalement présents dans l'esprit de tout le monde, et sans doute d'abord dans l'esprit des jurés, des magistrats qui ont jugé l'affaire. Donc le procès, il a duré 3 jours, du mercredi au vendredi. Donc la cour s'est retirée le vendredi vers 16h. Donc le délibéré dans les cours d'assises, ça peut durer 2 heures, ça peut durer plus longtemps. Là, ça dure à peu près 4h30. La cour est revenue vers 20h et ensuite ça va très vite. Voilà, la cour a annoncé la peine qui a été de 20 ans de prison pour l'accusé. Donc la cour d'assises a déchu Grégory D de l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun droit sur ses enfants n'ont plus aucun devoir vis-à-vis de lui. Mais évidemment, rien n'empêche à sa sortie de prison, ou même quand il sera en détention, de ses enfants de prendre contact avec lui, de le revoir. Ça, personne ne peut le dire. Je crois même que sans doute ils le savent pas eux-mêmes. Mais évidemment, quand on ressort de ce procès, on se dit qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Est-ce que ces enfants voudront voir leur père, en parler avec lui? Est-ce qu'ils voudront couper totalement les ponts avec lui? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas la réponse, et on n'aura sans doute jamais la réponse, puisqu'à ce moment-là, je crois que la justice et les médias auront détourné leur regard de cette affaire, de ce qui s'est passé ce jour-là dans la vie de Séverine Bigot et son compagnon. Et donc c'est aussi ça, les médias, on s'intéresse à un moment à une affaire et puis ensuite on l'oublie, et c'est peut-être pas plus mal, et c'est sans doute ce que souhaitent tous les protagonistes de cette affaire. Donc j'ai essayé de raconter le procès dans la Croix sur un format un peu long, avec une volonté de raconter encore une fois ce que sont les crimes conjugaux en France et ce que vivent plus d'une centaine de femmes chaque année, pour dire que les crimes conjugaux, c'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement des statistiques, c'est aussi une affaire qui bouleverse des familles, des enfants, et qui sont évidemment à chaque fois des drames absolument irréparables. Le récit de Pierre Bienvaux est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.